Il y a quelques semaines, l'incident est survenu. Un jeudi matin, le téléphone a sonné. Je m'étais déjà levé et essayé de préparer nos deux enfants pour l'école. Interloqué, je me suis demandé qui pouvait bien m'appeler, puisqu'il n'était encore que 7h30. Ma curiosité s'est accrue en constatant que l'appel provenait d'un numéro en dehors de la région. J'ai décroché, « Allô ?» C'était Claire, ma femme. Nous nous étions parlé la veille au soir et je ne comprenais pas pourquoi elle me rappelait. Claire voyage fréquemment pour son travail de représentante chez une petite entreprise de marketing et d'imprimerie de notre modeste ville. De mon côté, comme je travaille à domicile et ne vais au bureau qu'occasionnellement, je m'occupe principalement des enfants. Nous menons, somme toute, une vie confortable. Nous possédons une piscine et une belle maison de banlieue à 4 chambres, entourée d'un cercle d'amis plaisants. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je. « Chérie, j'ai un problème, » répondit-elle. En allant chercher un journal dans le hall de l'hôtel hier soir, quelqu'un m'a volé mon portefeuille. Il faut que tu annules nos cartes de crédit et nous envoies des nouveaux exemplaires au plus vite. Mon employeur, Joy, s'est chargé de faire livrer une nouvelle carte American Express pour ce soir, afin que je puisse la récupérer avant mon départ demain. Elle m'envoie aussi un peu d'argent pour me dépanner. D'habitude, tu es si prudente avec ton sac à main. Qu'est-ce qui s'est passé, m'enquis-je à mon tour. Je me suis montrée un peu négligente, expliqua-t-elle. Je l'ai laissé sur le comptoir de la caisse pendant que j'allais chercher d'autres documents à lire. Lorsque je suis revenu, il avait disparu. La caissière était occupée avec un autre client et n'a rien remarqué. Mon permis de conduire a également disparu, mais l'hôtel a envoyé quelqu'un vérifier les poubelles locales, avec un peu de chance, il le retrouvera. Si ce n'est pas le cas, je devrais prendre un taxi pour me rendre à mon rendez-vous aujourd'hui, ajouta-t-elle. Très bien. Je m'occuperai des cartes de crédit dès que possible, lui assurai-je. Je suis désolé, chérie, d'avoir été si négligente, dit-elle. J'espère que les $200 que j'avais dans mon portefeuille ne seront pas ma seule perte. Je peux toujours remplacer les autres cartes. J'aurai quand même les moyens d'assurer ma présentation de ce matin, car la plupart de mon maquillage est encore dans la chambre. Comment vont les enfants? Vous me manquez tous. C'est précisément ce qui s'est passé environ 6 semaines plus tôt. Ils ont retrouvé son portefeuille avec son permis de conduire ainsi que quelques cartes non liées aux cartes de crédit, ce qui m'a permis d'annuler ces dernières avant tout débit. Nous avons repris notre routine quotidienne. Cependant, aujourd'hui, en consultant le relevé bancaire de Claire, je me suis remis à réfléchir. Après le décès tragique de ses parents dans un accident de voiture il y a quelques années, elle avait placé son héritage sur un compte d'investissement séparé qu'elle continuait à gérer. Bien que je respecte généralement sa vie privée quant à ce compte, je suis tombé sur un dossier contenant ses relevés mensuels alors que je cherchais notre police d'assurance habitation. Je me suis demandé combien il lui restait, sachant que l'héritage initialement s'élevait à environ $350 000. Ma surprise fut de découvrir que ce montant avait légèrement augmenté pour dépasser les $400 000. Cependant, ce qui a attiré mon attention fut un retrait de $3 000 il y a quelques semaines. Curieux, je me suis penché sur le détail des mouvements du compte. Quelques jours après son retour en ville, elle avait effectué un chèque pour cette somme à une bijouterie précisément située là où elle avait prétendu perdre son sac à main. Qu'a-t-elle bien pu acheter dans cette bijouterie, me suis-je interrogé. Claire n'avait jamais mentionné vouloir offrir un cadeau de bijoux à quelqu'un, ni même s'en être acheté pour elle-même. Elle n'avait ni frère ni sœur susceptible de recevoir un tel cadeau. Intrigué, je me suis assis devant l'ordinateur, j'ai consulté le site web de la bijouterie et noté leur numéro. J'ai composé l'appel. Une femme m'a répondu après que je lui eus indiqué le magasin. Elle m'a poliment demandé comment elle pouvait m'aider. Je me suis présenté, mentionnant la transaction qui m'inquiétait, en expliquant que nous avions rencontré des difficultés lors de cet achat, et en demandant si leur garantie pouvait couvrir ces problèmes. Elle m'a répondu après une pause pour consulter son ordinateur, « Y a-t-il un problème avec les bagues ?» Les bagues? Je me suis demandé de quelle bague elle parlait. Lorsque la femme au téléphone a repris la parole, un sentiment de soulagement m'a envahi. Oui, je me souvenais bien de cet achat. La femme qui s'était présentée était très angoissée, elle voulait remplacer ses bagues de fiançailles et de mariage parce qu'elles avaient été volées. Il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver 2 bagues à sa taille. Plus tard, elle nous a envoyé un chèque après avoir versé un acompte avec la carte de crédit de l'entreprise. Vous suggérez qu'il y a des problèmes avec ces bagues, a-t-elle poursuivi.
Nous offrons une garantie de 90 jours. Le diamant est-il détaché de sa monture? A-t-elle échangé les bagues de fiançailles et de mariage? Je suis resté perplexe. Elle n'avait mentionné que le vol de son sac à main, elle n'avait pas parlé de la perte des alliances. J'avais besoin de réfléchir à tout cela. J'ai dit à la femme, je vous rappellerai après en avoir discuté avec ma femme. Je vous appellerai plus tard. D'accord. Au revoir. Elle semblait perplexe, mais pas autant que moi. Les bagues devaient être dans son sac à main lorsqu'il a été volé. Si elle ne voulait pas que les gens sachent qu'elle était mariée, pourquoi les garderait-elle dans son sac? À ma connaissance, il n'y avait aucune restriction concernant le statut de femme mariée sur son lieu de travail. Peut-être voulait-elle paraître célibataire lorsqu'elle était loin de chez elle pour des raisons sociales ou autres. Cette idée m'a donné des frissons dans l'estomac. Après 11 ans de mariage, nous avons eu 2 enfants, Mélissa, 6 ans, et Jérémy, 7 ans. J'avais cru que notre mariage et notre famille étaient parfaits. Je pensais que notre vie personnelle se passait bien. Qu'est-ce qui a pu la pousser à chercher des relations en dehors de notre mariage? Elle voyageait une fois par mois, passant 2 ou 3 nuits dans une ville éloignée. Si elle voulait paraître célibataire, elle en avait certainement l'occasion. Il est clair qu'elle craignait beaucoup de perdre les bagues, d'où sa décision d'acheter des répliques aussi proches que possible des originales. Il ne s'agissait pas de modèles modernes, et je les avais achetés lorsque l'argent était rare. L'achat d'une réplique de haute qualité ne serait donc pas trop coûteux. Elle aurait pu déposer une demande d'indemnisation auprès de notre compagnie d'assurance, mais je l'aurais probablement découvert. Elle a dû déclarer le vol de son sac à l'hôtel. J'étais curieux de savoir ce qu'elle leur avait dit à ce sujet. J'ai trouvé le numéro de téléphone de l'hôtel et je l'ai appelé. J'ai demandé s'ils avaient des traces du vol du sac de ma femme. Ils ont indiqué qu'ils disposaient d'un rapport écrit sur l'incident et ont accepté de m'en envoyer une copie, que j'ai reçue quelques minutes plus tard. Claire avait rédigé et signé le rapport. Elle a décrit comment elle dansait dans le foyer lorsque son sac à main a été volé. Lorsqu'elle est retournée à son stand, son portefeuille avait disparu. L'hôtel a noté que Claire ne souhaitait pas impliquer la police. J'étais submergé par les implications de ce que j'avais découvert. Elle m'avait trompé en dissimulant le vol des bagues dans une boutique de souvenirs. Il y avait peut-être une autre explication, mais je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'aux pensées angoissantes qui se bousculaient dans mon esprit. Je savais que je devais comprendre ce que signifiait la perte de ces bagues. Il est apparu clairement qu'alors qu'elle dansait avec un homme inconnu, les bagues se trouvaient dans son sac à main. Il y a quelques semaines, elle avait fait un voyage et un autre était prévu quelques jours plus tard. J'avais besoin d'en savoir plus sur l'itinéraire de son prochain voyage. Je voulais savoir ce qu'elle faisait le soir quand elle n'était pas à la maison. Il se peut qu'elle ait été tellement effrayée par la perte des bagues qu'elle ait eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. J'ai compris que notre mariage s'effondrerait probablement si je découvrais qu'elle m'avait trompé. Pourtant, je ne voulais pas m'attarder sur les conséquences que cela pourrait avoir sur nos enfants. C'était une mère merveilleuse, mais si nous nous séparions, je ne pourrais pas lui accorder la garde des enfants, car elle continuerait à voyager et à avoir des liaisons. L'idée de trouver d'autres preuves de sa fidélité me consumait. Qu'est-ce qui pourrait révéler la vérité sur ses voyages? Utilisait-elle une protection lorsqu'elle était avec lui? Étant donné qu'elle ne voulait probablement pas avoir de conséquences à la maison ou tomber enceinte, je parie qu'elle se protégeait. Après la naissance de notre deuxième enfant, j'ai subi une vasectomie. La grossesse n'est donc pas du tout envisageable. Elle devait avoir sa propre réserve de préservatifs, puisqu'elle ne pouvait pas compter sur un homme pour lui en fournir. Où les conserverait-elle? Elle ne pouvait pas les garder dans sa voiture ni à la maison, elle devait donc les laisser dans son bureau au travail. Il l'accompagnait probablement lors de ses voyages professionnels. Elle conservait une grande mallette dans son bureau pour y ranger son ordinateur portable, son matériel de présentation et ses documents de travail. Cependant, si elle devait prendre un vol le matin de bonne heure, elle ramenait la mallette chez elle la veille au soir et l'emportait à l'aéroport avec sa valise. C'était le moment crucial. Avant son départ, je devais trouver une occasion de fouiller dans sa mallette. J'espérais qu'elle prendrait un vol matinal pour son prochain déplacement. J'ai décidé de rester calme, en veillant à ce qu'elle ne devine rien. Lorsque les enfants rentraient de l'école, j'étais trop occupé pour y penser, ce qui me convenait parfaitement. Pourtant, l'idée qu'elle pourrait me tromper me hantait. J'ai eu un petit accident en préparant le dîner lorsque Claire est rentrée du travail. Le plat de haricots m'a échappé et s'est écrasé par terre.
Avec les enfants qui couraient dans tous les sens, j'ai eu l'air un peu troublé en rangeant tranquillement le désordre. Je ne pense pas qu'elle ait remarqué quoi que ce soit d'anormal dans mon comportement. Une fois que tout était calmé et que le désordre était nettoyé, je lui ai donné ma bise habituelle sur la joue et nous sommes passés à table. Nous parlions souvent de notre journée pendant le dîner, et il n'était donc pas étonnant que je lui pose des questions sur son prochain voyage. Partait-elle de nouveau dans quelques jours? Oui, en effet. C'est toujours la même routine. Je n'ai pas vraiment hâte. Pourquoi ne pas chercher un autre emploi si celui-ci ne te convient plus? Tu travailles dans cette entreprise depuis si longtemps que tu la connais sur le bout des doigts. Tu pourrais t'intégrer n'importe où. J'y ai pensé, mais j'ai envie de continuer à travailler un peu avant de me cantonner derrière un bureau. J'ai décidé de toucher un point sensible en disant, tu nous manques beaucoup, aux enfants et à moi, quand tu n'es pas là. Je sais, et je suis désolé. Tu me manques aussi. Où allait-elle cette fois? Partirait-elle plus tôt pour qu'on puisse se voir avant son départ? Je lui ai lancé un regard, conscient que les enfants écoutaient. J'avais l'impression de faire comme si de rien n'était, même si manger avec l'estomac noué n'était pas une mince affaire. Elle répondait comme d'habitude, semblant penser que tout était normal. Elle semblait bien manger, mais je me demandais si elle ne cachait pas des tourments intérieurs. Peut-être me trompais-je sur son compte, mais je me ferais une idée plus précise de sa fidélité si je pouvais jeter un coup d'œil dans son porte-documents. Je ne vais qu'à Danton. J'ai un vol à 7h30 du matin, donc je partirai à ce moment-là. J'ai besoin de quelque chose pour me motiver jusqu'à mon retour vendredi. Elle m'a fait un clin d'œil. C'est parfait. J'ai essayé de rester naturel et je lui ai répondu par un clin d'œil, et elle a rougi. Cela signifiait qu'elle n'irait pas travailler avant de partir pour l'aéroport et qu'elle ramènerait la mallette à la maison la veille de son départ. À en juger par son attitude détendue lorsqu'elle parlait de son voyage devant les enfants et moi, elle semblait soit très douée pour mentir soit tout à fait honnête sur son absence. J'espérais que l'explication complète se trouvait dans cette mallette. Claire est rentrée chez nous de bonne humeur la veille de son départ, garant sa voiture à côté de la mienne dans le garage, comme elle le faisait habituellement. Je me demandais si elle était excitée à l'idée de passer du temps avec moi ou avec quelqu'un d'autre, car elle semblait enthousiaste. J'ai supposé que la mallette était dans sa voiture puisqu'elle ne l'avait pas apportée à l'intérieur. Lorsque nous nous sommes assis pour le dîner que j'étais en train de préparer, elle m'a demandé d'aller chercher son sac dans le garage lorsque nous aurions fini de manger. « As-tu tout ce dont tu as besoin ?» lui ai-je demandé. « Oui, en effet » a-t-elle répondu. « C'est un voyage de routine. Je vais juste mettre l'essentiel pour quelques nuits dans mon sac, et j'ai déjà mis la mallette dans la voiture. »« Quels sont tes projets pendant mon absence ?» a-t-elle demandé. « Pas grand-chose » ai-je répondu. « Les enfants et moi allons suivre notre routine habituelle. Peut-être pourrions-nous passer un week-end en famille quand je reviendrai » a-t-elle suggéré. « Cela me semble bien. »« J'ai hâte » ai-je répondu. Après le dîner, elle m'a aidé à débarrasser la table et à charger le lave-vaisselle avant d'aller dans la chambre pour faire ses valises. Une fois le lave-vaisselle en marche, je suis allé chercher son sac dans le garage. J'ai inspecté sa voiture, mais je n'ai pas vu la mallette, et j'ai supposé qu'elle était verrouillée dans le coffre. J'avais prévu de la récupérer plus tard dans la soirée, car je m'en doutais. « Où sont les clés de ta voiture ?» lui ai-je demandé alors qu'elle rapportait ses bagages dans la chambre. « Ton pneu a une petite fuite et il semble un peu dégonflé. Je peux demander à Géry de le réparer tout de suite si je l'emmène à la station-service, » et j'ajoutais. Après une brève hésitation, elle a pris son sac à main. « Tu ne peux pas utiliser la roue de secours ?» m'a-t-elle demandé en me tendant les clés. « Seulement en cas d'urgence » ai-je expliqué. « Nous avons le temps de réparer celui-là, donc je pense que c'est la meilleure solution. » Je suis allé au garage avant qu'elle ne change d'avis. J'ai sorti sa voiture du garage et me suis dirigé vers la station-service du coin où Géry, un ami de lycée, travaillait. J'ai klaxonné en me garant dans une de ses baies. Il m'a vu, a ouvert la porte, puis m'a laissé entrer avant de la refermer derrière moi. « Comment ça va ?» m'a-t-il demandé. J'ai pris un moment pour m'occuper d'autres tâches pendant que j'étais censé réparer le pneu. « Des problèmes à la maison, mon ami ?» m'a-t-il demandé. En quelque sorte, ai-je répondu en sortant la mallette de Claire du coffre. Je l'ai posée sur l'établi et l'ai ouverte à l'aide d'une clé de son trousseau. Eh bien, a dit Géry, vas-y, j'ai un client, en retournant vers le petit magasin adjacent à son poste de travail. J'ai soigneusement fouillé dans la mallette, en prenant garde à ce que rien ne soit dérangé. Dans l'un des compartiments,
mes doigts ont rencontré un objet. Je l'ai sorti et la vue d'un paquet de préservatifs ouverts m'a glacé le sang. Il en manquait environ 3. Mes pires soupçons se sont confirmés. J'ai fermé la mallette, les verrouillé et les remises dans le coffre. Jerry est revenu au moment où je refermais le coffre. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» m'a-t-il demandé. J'en ai bien peur. Peux-je rester ici un peu plus? J'essaie peut-être de vérifier la pression de ses pneus avant de lui dire que c'est réparé. Bien sûr, a-t-il répondu, me lançant un regard compatissant avant de se taire. C'était vraiment un ami. J'ai conduit vers les pompes, j'ai fait le plein, et je suis parti après qu'il eut vérifié les pneus. Quand pourrais-je faire cela à nouveau? Après avoir remercié Jerry pour sa gentillesse, je suis rentré chez moi. Dès que je suis entré dans le garage, des pensées sombres m'ont submergé, m'entraînant presque vers une hyperventilation. La trahison qu'elle m'avait infligée à moi, mais aussi à nos enfants et à notre mariage, m'a empli d'une rage mêlée à une douleur déchirante. Mes pensées ont alors tourné vers les prochaines étapes. Pour obtenir la garde de nos enfants, j'avais besoin de preuves irréfutables de ses actes immoraux et infidèles. Même si j'autorisais les visites, car elle était une mère formidable et les enfants avaient besoin d'elle, mon objectif ultime était d'obtenir la garde légale complète. Elle aurait à expliquer à ses amis et à son frère pourquoi nous avons divorcé. Je suis entré et ai crié en direction de la chambre, tout est prêt. Ce n'était qu'un petit mensonge. D'accord, merci, a-t-elle répondu. Je suis allé chercher une bière dans la cuisine, car je n'étais pas encore prêt à lui faire face, puis je suis allé dans la salle familiale où les enfants regardaient la télévision. Claire est arrivée environ 30 minutes plus tard et s'est assise à côté de moi sur le canapé. Entre-temps, je m'étais calmé, mais l'idée que notre famille, autrefois si heureuse, allait bientôt se briser m'attristait profondément. Claire s'est rapprochée et m'a pris dans ses bras. « Étalon, es-tu prêt pour ce soir ?» m'a-t-elle chuchoté doucement à l'oreille. Avant de répondre, j'ai pris une gorgée de bière. Je crois que oui, mais je me sens encore mal à l'aise, ai-je avoué. Elle m'a serré plus fort dans ses bras et a murmuré « Oh, c'est dommage, chérie. » J'ai ressenti de la tendresse pour elle et j'ai instinctivement passé mon bras autour de ses épaules. Je me suis demandé pourquoi elle avait fait cela. Était-ce pour l'excitation, ou avait-elle simplement besoin de plus d'intimité que je ne pouvais lui offrir? Je ne le saurais peut-être jamais. Tout ce que je savais, c'est qu'elle avait perdu toute ma confiance. Je l'ai regardée embrasser nos 2 petits anges pour leur souhaiter bonne nuit alors que nous les bordions tous les 2. Lorsqu'ils se réveilleraient le matin, elle serait partie. Mais comme elle voyageait souvent, ils ne s'inquiéteraient pas. Ce soir-là, nous avons fait l'amour. Ce n'était pas la passion brûlante d'autrefois, mais une intimité lourde de silence et de chagrin. Elle a senti mon désespoir. « Chérie, tu ne te sens toujours pas bien ?» m'a-t-elle redemandé. « Oui, mais je survivrai » ai-je répondu. « Ce voyage est-il vraiment nécessaire ?» j'ai demandé, espérant qu'elle donnerait la priorité à notre mariage et à notre amour. J'espérais peut-être que si elle restait à la maison avec nous, toute cette épreuve s'évanouirait comme un mauvais rêve. « Je suis désolé, chérie. Je ferai de mon mieux pour rentrer à la maison dès que possible, mais c'est crucial. J'ai vraiment hâte de passer ce week-end avec toi et les enfants. » « D'accord, mon amour, ai-je soupiré. Tu devrais te reposer. Pour prendre son vol, il fallait se lever tôt. Je vais d'abord prendre une douche rapide, comme ça je n'aurai pas à le faire demain matin. D'accord. Pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai jeté un coup d'œil dans ses bagages pour voir ce qu'elle avait emporté. Les tenues du dessus étaient principalement des vêtements de ville, mais en dessous, j'ai découvert une collection de sous-vêtements très sexy ainsi qu'une petite robe noire de soirée qui m'a paru très séduisante. Il semblait qu'elle avait l'intention de s'amuser pendant son voyage. J'ai remis ses affaires en place, fermé le couvercle et me suis allongé. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, et lorsque j'ai entendu Claire se lever à 5 heures du matin, je ne me suis pas levé pour lui dire au revoir, comme je le faisais d'habitude. Je me sentais comme vidé, conscient que ma colère allait bientôt monter. « Tu ne te sens toujours pas bien, chérie ?» m'a-t-elle demandé en m'embrassant sur la joue alors que j'étais encore allongé. Après avoir entendu le clic de la porte du garage, je me suis levé et pris une douche. Je savais qu'une journée chargée m'attendait. Après le petit déjeuner et avoir préparé les enfants pour l'école, j'ai sorti l'annuaire et cherché dans les pages jaunes un détective privé, idéalement un ayant des bureaux à travers tout le pays. Après quelques appels, j'en ai trouvé un qui avait une succursale à Danton, là où Claire se rendait, et nous avons convenu d'un rendez-vous pour la matinée.
J'ai ensuite contacté un avocat spécialisé en divorce, qui m'avait été chaudement recommandé par un ami. J'ai pris rendez-vous avec lui pour l'après-midi. Lorsque je suis arrivé au bureau du détective, j'ai organisé qu'il suive Claire pendant les soirées et me fournisse des photos ainsi qu'un rapport sur ses activités à la fin de sa journée. Pour faciliter son travail, j'ai apporté une photo récente d'elle ainsi que son emploi du temps. Ils m'ont assuré que j'aurais un rapport dès lundi matin, après avoir transmis les documents à leur bureau de Danton. J'ai payé un acompte conséquent pour leur service, en leur assurant que je trouverais cela acceptable. Ils m'ont informé qu'ils feraient tout leur possible pour capturer des images compromettantes, mais qu'il serait peu probable d'obtenir des preuves directes d'actes sexuels. Cela suffira, leur ai-je répondu, satisfait de l'arrangement. L'après-midi, la discussion avec l'avocat s'est avérée fructueuse. Nous sommes dans un état de divorce sans faute, m'a-t-il expliqué. Bien que je devrais probablement accepter un droit de visite généreux pour Claire, il estime que j'obtiendrai la garde des enfants, car c'est moi qui m'en occupe principalement. Avec des revenus comparables, nous partagerions nos biens à parts égales, sans pension alimentaire pour le conjoint. Toutefois, si j'obtenais la garde des enfants, Claire devrait verser une pension alimentaire. Je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'elle garde l'héritage qu'elle avait reçu. Ce qui comptait le plus pour moi, c'était nos enfants. En invoquant des différences irréconciliables, je lui ai fait préparer les documents et demandé de les signifier après lundi. Toutefois, j'ai exigé qu'une clause soit ajoutée stipulant que Claire devrait quitter notre maison immédiatement après la notification. L'avocat a confirmé que j'avais ce droit, étant le parent ayant la garde des enfants. Nous partagerions le produit de la vente de la maison lorsqu'ils atteindraient l'âge de 18 ans. J'ai quitté le cabinet de l'avocat satisfait, sachant que Claire serait tenue responsable de son infidélité, et que notre vie continuerait pour moi et les enfants. Je n'ai apporté aucun changement immédiat à notre testament, à notre assurance ou à nos finances. Je pensais que nous aurions le temps une fois qu'elle aurait été tenue pour coupable. Compte tenu de l'héritage qu'elle possédait, je ne pensais pas qu'elle aurait à s'inquiéter de la part de nos finances communes qui lui reviendraient. Je suis rentré chez moi pour être là à l'arrivée du bus, car il était presque l'heure pour les enfants de rentrer de l'école. Lorsque Claire est revenue le vendredi après-midi, j'ai proposé de faire la lessive, mais elle m'a remercié et m'a dit qu'elle s'en occuperait plus tard. Je me suis réjoui en silence de mon propre plan machiavélique, conscient des implications plus profondes. Elle préférait faire sa propre lessive, et je comprenais pourquoi. Peut-être pouvait-elle détecter l'odeur de l'infidélité. En outre, elle devait absolument cacher ses aventures adultères. Je n'étais pas d'humeur pour ça, mais nous avons quand même fait l'amour cette nuit-là. Lorsque nous avons terminé, elle a semblé percevoir une certaine hésitation de ma part. « Chérie, tu as toujours des problèmes d'estomac. Tu devrais peut-être consulter un médecin. Ça dure depuis trop longtemps. » J'ai trouvé ma réponse plutôt polie. Un ami m'a parlé d'un nouveau médicament qui devrait m'aider à soulager mes problèmes d'estomac, donc je vais l'essayer. J'espère que ça marchera. Elle s'est blottie contre moi pour dormir en murmurant « Je veux que tu reprennes le travail dès que possible. » Mon Dieu, comme elle va me manquer. Après que Claire soit partie travailler et que les enfants aient pris la direction de l'école ce lundi-là, j'ai reçu un appel du bureau du détective privé m'informant que mon rapport était prêt. J'ai promis d'arriver dans 30 minutes. Je me suis assis avec la responsable du bureau, qui m'a appris que Danton avait faxé le rapport ainsi que plusieurs photos le matin même. Il m'a dit que, bien qu'il ne l'ait pas lu entièrement, il avait eu l'impression, en regardant les photos et en parcourant rapidement le texte, qu'il était assez accablant. Il m'a remis une copie du rapport que j'ai commencé à lire. Le sujet, Claire Barton. La surveillance a débuté le mercredi 16 juin à 17h17 dans le hall de l'hôtel. L'identification a été confirmée grâce à la photo fournie par le bureau de Merrickville et au badge de l'intéressé. Elle est entrée dans l'ascenseur avec une mallette à la main. Elle est entrée dans sa chambre, la 414, à 17h23, selon mon assistante qui l'a accompagnée dans l'ascenseur. Le thème était la solitude. La pièce 1 montre une photo de l'intéressée en tenue de travail alors qu'elle entre dans sa chambre. J'ai remarqué qu'elle était habillée de manière professionnelle sur la photo 1A. Elle portait clairement ses bagues. Un téléphone portable a probablement été utilisé pour prendre cette photo. Son mari est resté dans la chambre située de l'autre côté du couloir. Le mari a informé que le sujet se trouvait dans l'ascenseur après être sorti de sa chambre à 18h31. Elle a quitté l'ascenseur et est entrée dans le foyer à 18h32. Sa tenue vestimentaire est décrite dans la pièce 1B. Claire avait l'air d'une séductrice sur la photo de la pièce 1B,
portant une petite robe noire de soirée, des talons hauts et le collier que je lui avais offert pour notre 10e anniversaire. Elle ne portait pas ses alliances à sa main gauche, comme le montre clairement la photo. Elle est entrée dans la salle à manger, a bu un verre de vin et a pris un repas léger. Le sujet a quitté la salle à manger à 19h13 pour se rendre dans la salle suivante, où elle s'est assise au bar et a commandé un verre de vin. Un homme seul s'est approché d'elle vers 19h17 et ils ont discuté pendant quelques minutes. Voir la pièce 1C. Sur la photo de la pièce 1C, on voit un homme grand et séduisant converser avec Claire au bar. Le sujet a acquiescé et a suivi l'homme jusqu'à une cabine proche de la piste de danse après avoir discuté pendant quelques minutes. Ils sont restés ensemble dans la cabine pendant 1h43. Elle a eu un contact intime avec cet homme et a dansé avec lui à 6 reprises. Voir pièce 1D. Claire et l'homme de la pièce 1C sont assis ensemble dans la cabine, s'embrassent et se tiennent fermement l'un contre l'autre sur la photo de la pièce 1D. Sa main se trouve sous la jupe courte de Claire, qui lui remonte jusqu'aux cuisses. Ils sont sortis du salon à 20h51, ont pris l'ascenseur jusqu'à son étage et sont entrés dans la chambre 414. Voir la pièce 1E. La pièce 1 montre Claire et l'homme du club entrant dans sa chambre. Elle semblait joyeuse malgré son état d'ébriété. L'homme est sorti de la chambre et des lieux à 23h13. L'immatriculation de la voiture de cet homme est MBS 2895. Alexander B. Tat, 1424 Azalea Drive, Danton, est le propriétaire enregistré. Cet homme a 2 jeunes enfants et est marié. J'ai rapidement parcouru le reste du rapport, qui mentionnait qu'elle avait fait la même chose avec un autre homme la nuit suivante. L'enquêteur de Danton a signé le rapport. Chaque fois que ma femme quittait la maison, elle s'adonnait à la promiscuité. Je ne pouvais pas accepter ce qu'elle faisait. Elle n'a pas été suffisamment dissuadée pour s'arrêter, même lorsqu'elle a perdu ses bagues. J'ai remercié le détective privé, j'ai payé le solde et je suis parti. Je suis rentré directement chez moi après avoir pris 2 autres copies du rapport, toutes sur un CD. Dès mon retour, j'ai appelé l'avocat chargé de notre divorce pour savoir où en était la procédure. Lorsqu'il m'a informé qu'ils étaient prêts à soumettre les documents, je lui ai demandé d'avancer et j'ai exigé qu'ils soient signifiés publiquement le lendemain, sur son lieu de travail. Je lui avais fourni l'adresse et il m'avait assuré que cela ne poserait aucun problème. Signifier les papiers sur son lieu de travail me semblait une mesure appropriée pour la sanctionner de ses agissements, et je souhaitais la blesser ainsi que l'humilier. Il n'y a pas eu de rapports intimes ce soir-là. Elle a simplement exprimé l'espoir que je me sente mieux bientôt, mais j'ai senti qu'elle percevait que quelque chose n'allait pas. Peut-être qu'elle savait que j'étais au courant de ses actions. Elle paraissait elle-même un peu distante, ce qui était inhabituel, mais je n'y ai pas trop prêté attention. Je me suis réveillé tôt, car je n'avais pas bien dormi. Après avoir travaillé sur l'ordinateur, je suis allé préparer le petit déjeuner, attendant d'entendre les enfants se réveiller. Je l'ai envoyée travailler après le petit déjeuner. Avant de partir, elle est venue m'embrasser et me serrer dans ses bras. Avant qu'elle ne s'en aille, je l'ai embrassée rapidement. À ce moment-là, je crois qu'elle a compris. Lorsque j'ai refermé la porte derrière elle, elle a murmuré « Je t'aime », les larmes aux yeux. J'étais profondément bouleversé, avec envie de pleurer, mais il fallait d'abord préparer les enfants pour le bus scolaire. Vers 10h45, j'ai reçu un appel. J'ai décroché sans dire un mot, même si l'identification de l'appelant indiquait que c'était son bureau. Il y a eu une pause, jusqu'à ce que l'interlocutrice réalise que je ne répondais pas. Sa voix tremblante a marmonné « Je suis vraiment désolé », puis elle a raccroché. Elle n'est pas rentrée chez nous ce soir-là, et je me suis demandé si elle ne jouait pas l'un de ces petits jeux maladifs. Je savais que j'avais été sévère, mais je nourrissais encore une juste colère, même si je ne me souciais plus de son mari. J'ai emmené les enfants dîner au McDonald's, mais ils m'ont demandé où était leur mère. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, ils étaient épuisés et prêts à aller se coucher. Elle a appelé le lendemain matin, « Je peux venir chercher mes affaires et discuter, chérie ?» Un pincement au cœur m'a envahi, mais il a été de courte durée. « Pourquoi ne viendrais-tu pas entre 9h et midi ? Je ne serai pas là, ni les enfants. Quant à notre discussion, elle aura lieu après que tu auras signé, fait certifier et retourner les papiers du divorce. Nous nous rencontrerons alors en tête-à-tête dans le bureau de mon avocat, où je t'écouterai. » Un sanglot a résonné. D'accord. Puis elle a raccroché. PS, 6 mois après avoir signé les papiers, notre divorce a été officialisé. Avant que cela ne soit prononcé, elle s'est fait avorter alors qu'elle était enceinte.
Elle était dans sa période de fécondité lorsque le préservatif s'est rompu lors de ses derniers rapports sexuels. Sinon, elle se serait probablement retrouvée prise, même si j'ai découvert son infidélité lorsqu'elle a perdu ses alliances. J'ai entendu dire qu'elle sortait de nouveau avec d'autres hommes. Si elle envisage un autre mariage, je pourrais avertir son futur conjoint de ses dérives. Elle n'a aucune raison de nous trahir tous les deux. Comme je l'ai précisé, l'entretien s'est déroulé dans le bureau de mon avocat. Elle m'a demandé de reconsidérer le divorce. Il lui était difficile de ne pas voir librement nos enfants, mais je lui ai dit que je ne pouvais plus lui faire confiance. Elle m'a expliqué qu'elle avait reçu un traitement pour contrôler sa dépendance après un diagnostic de nymphomanie par un psychologue. Elle gère désormais mieux ses impulsions, mais je lui ai rétorqué que cela ne suffisait pas. Elle aurait dû demander de l'aide plus tôt si elle voulait éviter de tout perdre. Je l'ai laissée pleurer dans le bureau de l'avocat. Je pense avoir rencontré une femme avec qui je pourrais m'épanouir et tomber amoureux. Nous sortons ensemble. Elle est divorcée, de mon âge, et n'a pas supporté l'infidélité de son mari lorsque celle-ci a été découverte. Une femme comme moi. Le fait qu'elle s'entende bien avec les enfants est un atout supplémentaire. Je pense que je ne tarderai pas à la demander en mariage.